Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez le 17e épisode de Call Room, votre podcast imaginé par Ronix. Je suis Romain et aujourd'hui à ma table, j'ai la chance de recevoir monsieur Grégory Vollet. Greg, comment tu vas ? Très bien, merci et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui, je pense, te tient bien à cœur puisqu'on va parler de ton circuit mondial, celui de Salomon, les Golden Trail Series, et plus particulièrement de la 4e étape qui aura lieu dimanche matin des Golden Trail Series, le marathon du Mont Blanc. Avant ça, j'aimerais un petit peu t'introduire à nos auditeurs, à nos auditrices, parce que depuis tes 15 ans quasiment de carrière chez Salomon, tu as porté beaucoup de casquettes, en tout cas mis sur pied et participé à énormément de projets à travers tout le globe, de l'accompagnement des athlètes à la création, comme je l'ai dit avant, à la participation aussi à des événements et à des produits également. Avant ça, tu es toi-même passé par la case athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, tu es le directeur des Golden Trail Series. Donc, tu vas pouvoir nous en parler. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles. Donc, tu arrives chez Salomon en 2010, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Et les Golden Trail Series, on a vu arriver ça, nous, le grand public, en 2018. Ouais. 2018. Comment, depuis tes premières années chez Salomon, vous en êtes arrivé à cette idée de créer un circuit mondial avec une telle ampleur et de telles ambitions ? Alors, au début, quand je suis arrivé en 2010, il existait le circuit de skyrunning et assez peu d'autres circuits. Donc, on a très vite collaboré avec le skyrunning. On a sponsorisé le skyrunning pendant plusieurs années. Et on a essayé en fait de pousser ce circuit pour qu'il touche une audience plus importante, pour qu'on puisse avoir une communication plus large du sport et donc aider le sport à se développer. Parce que le skyrunning, à l'époque, c'est toujours peut-être une branche encore plus spécifique du trail running. Oui, tout à fait. Le skyrunning, aujourd'hui, a toujours son circuit et on est, j'ai envie de dire, complémentaires, c'est-à-dire qu'on a des disciplines qui sont différentes. Eux, ils sont beaucoup plus sur des terrains très techniques. Ils vont aller jusqu'au sommet des montagnes pour pouvoir revenir jusque dans la vallée après. Nous, on pourra en parler par la suite, mais on essaye en fait de développer plutôt un spectacle de trail running où on va pouvoir avoir un maximum de spectateurs et une couverture télé. Ce qui n'est pas forcément le cas tout en haut des montagnes. Et c'est plus compliqué. Voilà. Alors, pour revenir à ta question, donc en 2014, on était ici à Chamonix d'ailleurs pour le championnat du monde de skyrunning. Et puis, chaque année, je leur demandais d'avoir un petit peu plus de visibilité, d'essayer de toucher des nouveaux médias, d'être plus gros, etc. Et en fait, je voyais que ça allait pas suffisamment vite. Et puis, il fallait trouver une alternative qui allait créer un peu une rupture, ou en tout cas qui allait aider à gagner du temps. Ok. Donc, en 2016, j'ai commencé à penser à ce circuit et à en parler aux organisateurs du Marathon du Mont Blanc, de Sierzinal, de Dolomites. Donc, dès le début, en fait, il y a quand même eu un lien très fort en fait, avec le Marathon du Mont Blanc et avec Chamonix. En fait. Tout à fait. Okay. Les organisateurs ont toujours été ont toujours supporté le projet en fait, depuis le début. Après, on avait pour idée de développer un circuit multimarque. Okay. Donc en 2016 déjà, on a fait des réunions avec plusieurs marques, dont une ici à Chamonix et une à Milan par exemple. Et on s'est retrouvé donc avec Scott, Compressport, avec Dynafit, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus, mais bon, pas mal de marques différentes. Ouais, okay. Et donc on s'était dit pourquoi on ne ferait pas un circuit et chaque étape serait une course d'une marque. Okay. Donc c'était l'idée, et de se dire comme ça au moins on est sûr que toutes les marques joueront le jeu et enverront leurs athlètes pour avoir le meilleur circuit mondial. Okay. Et puis finalement, fin 2016, la plupart des marques ont eu peur de se retrouver dans l'ombre de Salomon.
Ok. Et puis, le skyrunning ayant appris cette idée de nouveaux circuits, ils ont aussi contracté la plupart de leurs organisateurs pour être sûr qu'ils restent avec eux. Et donc, en 2017, je me suis dit, bon, bah, si personne ne veut le faire, bah, nous, on va le faire, tout seul. Et voilà. Donc, on a commencé en 2018 à lancer la série. Donc ça allait très vite, en fait, du moment où vous avez compris que ça allait être le circuit de Salomon, Ouais. et le moment où, la première année a été enclenchée en 2018, ça allait très très vite. C'est ça, en un an de temps, on a tout monté. Ok. Et avec Claire Zoé Ballas, qui était mon assistante à l'époque. Et on a lancé le circuit sur des courses Salomon qui existaient déjà, sur lesquelles on était déjà partenaires, et dont la finale en Afrique du Sud. Donc l'idée à l'époque, c'était d'essayer d'attirer un maximum d'athlètes non Salomon. Mais la première année, c'était pas simple, parce que c'était considéré comme le circuit Salomon. Ouais. Donc on s'est vite retrouvé à avoir 5, 6, 7 coureurs Salomon dans les 10 premiers des courses. Ouais. Et c'était pas très bon. C'était pas forcément ce que vous imaginiez C'était pas ce avec le projet à la base, quoi. Ouais, on savait que ça allait prendre un petit peu de temps. Donc on a soigné la communication, on a développé du contenu, et puis on a montré qu'on respectait les autres marques et qu'on mettait en avant les athlètes des autres marques également. Et donc d'année en année, on a réussi en fait à attirer de plus en plus d'athlètes parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient aussi prendre la lumière sur nos courses, sur nos réseaux sociaux. Des jeunes athlètes aussi, Ouais. des gens qui se sont révélés sur ce circuit. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Pas que chez des athlètes qui aujourd'hui courent sous les couleurs de Salomon, mais Même pas que, en fait. Ouais, même des coureurs qui se sont révélés pour d'autres marques ou alors qui sont des coureurs qui n'avaient pas de sponsor et puis qui, grâce à la Golden, sont devenus professionnels. Ouais. Donc ça a aussi été un tremplin Ouais, pour les ça athlètes. a été, je pense, comme tu le dis, un tremplin pour le sport parce que on est passé d'un sport amateur à un sport professionnel. Et aujourd'hui, quand les athlètes font un bon résultat sur la Golden Trail World Series, bah, ils sont quasiment assurés d'avoir un contrat professionnel l'année d'après. Et ça, donc, ça va avec l'envie et l'ambition de donner énormément de visibilité et de mettre les moyens aussi pour que ce soit l'un des circuits, sinon le circuit de trail dans le monde qui est le plus médiatisé, ou en tout cas le plus facile d'accès pour le grand public. Ça aussi, c'était une volonté depuis le début. Alors depuis le début et depuis 2010, on va dire que l'une des stratégies de Salomon a toujours été de développer le sport. Et pour développer le sport, on ne va pas aller à l'encontre des autres marques. Au contraire, on va leur dire « venez développer le sport avec nous ». C'est-à-dire que envoyez vos athlètes, créez de la communication, envoyez vos photographes, vos caméramans et faites la promotion du trail running sur vos réseaux sociaux parce que demain, en fait, le sport, il va s'agrandir et ce sera au bénéfice de tous. Donc l'idée, c'est d'avoir un circuit qui va demain, qui est devenu en fait la référence mondiale, qui est désormais diffusé sur Eurosport et sur plein d'autres chaînes dans le monde, qui arrive à toucher un public qui ne connaît pas le trail running, qui va inspirer les gens et qui potentiellement va au final créer de nouveaux consommateurs aussi pour l'ensemble des marques. Ok, trop génial. Et donc, ça va avec un peu ce qu'on disait avant, le fait qu'il y ait des athlètes qui découvrent ce circuit, et peut-être des athlètes du coup qui se mettent même à ce sport grâce à ce circuit. Il y a aujourd'hui, et puis on en parlera tout à l'heure quand on parlera plus précisément de la 4e étape là ici à Chamonix avec les favoris, les athlètes élites, etc. qui sont sur le devant de la scène toujours. Mais il y a aussi donc des athlètes amateurs qui peuvent participer et qui, bon, pour certains, sont amenés à devenir plus que des athlètes amateurs ou en tout cas plus que des loisirs après. Mais est-ce que tout le monde peut participer à une course des Golden Trail Series ? Est-ce que c'est comme une course comme n'importe laquelle, ou est-ce que c'est quand même réservé à une élite pour justement mettre de la visibilité et créer ce grand spectacle ? Nous, en fait, on s'appuie sur des courses existantes la plupart du temps.
qui sont ouvertes à tous. Et il est vrai que nous, on invite en fait un plateau d'athlètes de haut niveau pour créer de la communication. Mais c'est l'opportunité pour Monsieur Tout-le-Monde d'aller se mesurer aux meilleurs athlètes mondiaux. Et même la finale des Golden Trail World Series, elle est ouverte à tous. Même la finale. Sauf que les 30 meilleurs hommes et femmes sont invités. Donc, ils sont pris en charge intégralement pour venir participer à la finale. Mais bien sûr, tout le monde peut s'inscrire. Donc, il y a une finale, en fait, à la fin de l'année, et ça se déroule sur toute une saison. Comment ça fonctionne, en fait, les Golden? Vous avez un circuit de, si je ne dis pas de bêtises, 9 courses? Voilà, alors en fait, il y a 8 compétitions plus une finale. Sur ces 8 compétitions, ce sont les 4 meilleurs résultats qui comptent, plus les résultats de la finale. Il faut savoir qu'à la finale, il y a un prologue qui rapporte 100 points et la finale qui rapporte 300 points. En cas de victoire? En cas de victoire, oui. Okay. Et durant l'année, les courses rapportent 200 points en cas de victoire. Okay. Donc la finale est décisive et très importante. Ouais. Ok. Trop génial. Et donc, avant, tu me parlais de la médiatisation. Donc, bon, tu m'as dit, voilà, aujourd'hui, c'est diffusé sur notamment Eurosport en France, sur d'autres chaînes un peu ailleurs dans le monde, même sur YouTube. Pour certaines étapes, on a pu suivre Zegama en direct. Quelles ont été les grandes étapes Est-ce que le dispositif est le même en 2018 qu'aujourd'hui en 2024? Est-ce que vous avez passé des paliers? Est-ce que toi, tu as eu un rôle aussi à jouer dans le développement spécifiquement de la médiatisation et de la diffusion des Golden? Alors au début, ce qu'on faisait en 2018, c'est qu'on faisait des vidéos race recap, en gros des 26 minutes qu'on passait à la télé, donc sur certaines chaînes de télé. Et on essayait de faire des lives YouTube à l'époque, mais on était encore sur des tests. Je pense que les premiers tests ici au Marathon du Mont Blanc ont été faits en 2016, je pense, sur des lives Facebook à l'époque. Notre époque, ouais. Et donc, on a toujours continué à faire des tests pour avoir de plus en plus de lives et essayer d'être au plus proche de la communauté. Et puis d'avoir cette idée de filmer le trail un petit peu comme le Tour de France, c'est-à-dire avec des caméras action et pas avec des caméras fixes comme peut le faire des courses de VTT par exemple. Donc on a toujours essayé de faire évoluer aussi nos équipes et puis la technologie pour être au plus près de ce qui peut se faire en télé. Et l'an dernier, vraiment, ce qui nous a propulsé, on va dire, c'est vraiment la signature d'une collaboration avec Eurosport. Alors, c'est Eurosport qui est diffusé dans 71 pays, dans 23 langues différentes, en live. Donc, c'est vraiment l'ouverture à une audience très large. Pour information, l'an dernier, notre finale qui a eu lieu à Noli, en Italie, elle a été vue par plus de 6 millions de spectateurs. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même importants. C'est plus que ce que peut faire une Coupe du Monde de VTT ou l'Ocean Race, par exemple, en bateau. Donc, on a une potentialité importante. On voit que le trail running intéresse de plus en plus et pas qu'une communauté core. On arrive à toucher une audience plus large. Notre benchmark, c'est le biathlon, on va dire l'hiver, où eux, ils arrivent à faire des scores incroyables, quoi. Et quand vous essayez d'attirer une nouvelle audience, là, est-ce que c'est important de garder... Parce que là, cette année, on retrouve 3 des courses qui étaient là depuis 2018, le Marathon du Mont Blanc, Sierzinal et Zegama. Mm-hmm. Est-ce que c'est important de garder ces courses un peu piliers, qui sont un peu des références et qui le deviennent aussi pour le grand public, et puis d'ajouter des courses un peu nouvelles, comme cette année en Chine, au Japon, en Pologne aussi. Comment est-ce que vous faites ce choix? Est-ce que c'est en fonction justement pour Chamonix, parce que c'est Chamonix, parce que c'est le Marathon du Mont Blanc que tout le monde connaît, puis d'autres courses un peu plus sauvages, peut-être un peu plus intimes? Comment vous faites le choix de ces parcours aussi, peut-être? Alors, on essaye de créer un équilibre
entre les courses mythiques, dont tous les athlètes rêvent de participer et d'accrocher leur nom, et puis potentiellement des courses qu'on met en test. Je m'explique un peu plus. Par exemple, on a vu au Japon cette année, on a fait une course en fleurs, exactement comme à la finale l'an dernier en Italie. C'est-à-dire qu'on a une fleur, un trèfle à 4 feuilles, et chaque boucle correspond à une feuille. Okay. Et avec le départ et à l'arrivée au centre du trèfle, avec la fan zone, avec l'écran géant, avec le DJ, avec une grosse atmosphère pour le public. Et ça permet de pouvoir filmer la course relativement facilement. Alors là, au Japon, ce n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas de couverture 4G. Mais en Italie, par exemple, à Noli, c'était le cas. On avait toute notre équipe de caméramans qui switchait d'une feuille à l'autre pour pouvoir suivre l'ensemble des athlètes. Et donc ce format-là, c'est vraiment un format qu'on veut développer à l'avenir pour que ça devienne le standard de la Golden Trail Series et essayer d'aller donc développer un réel spectacle tout en respectant quand même l'essence du sport et des athlètes. Et oui, c'est ça, et l'envie des athlètes aussi. Parce qu'on ne va pas les faire tourner sur une boucle. Ils vont en fait toujours avoir cette adaptation au terrain, cette improvisation, parce que ce ne sera jamais les mêmes chemins. C'est juste que chaque chemin revient à chaque fois au centre. Donc sur un format, on va dire, entre 2 heures et 2h20 pour le premier, quoi. Parce qu'en kilométrage, vous avez... quand maintenant vous décidez d'une course pour une Golden Trail Series, d'une nouvelle course, vous l'imaginez par rapport à la durée de la course que vous envisagez, par rapport à un kilométrage, à une élévation? Tout va dépendre. Donc si on est en dehors des courses mythiques, on essaye de chercher à trouver un standard qui va être un standard télé. Donc ce standard télé, c'est entre 2h et 2h30 maximum. Donc pour le vainqueur, on va dire 2h, 2h20, ce qui veut dire entre 20 et 25 km et entre 1003, au-dessus de 1300 mètres de dénivelé positif minimum, quoi, on va dire. Donc en fait, les étapes mythiques, c'est les plus longues au final. C'est les plus longues, c'est celles qui sont peut-être qui demandent le plus d'investissement aussi physique. Parce que quand on va faire ce genre d'événements plus courts, on va être souvent sur 2 compétitions en 2 week-ends. C'est-à-dire que on a été en Asie pour ouvrir 2 courses Japon-Chine. On les a faites en 2 week-ends fin avril. L'idée, c'est que on fasse aussi 2 courses en Europe, donc Sierzinal et la Pologne, en 2 week-ends. Puis les États-Unis, même chose, 2 courses en 2 week-ends. Et l'idée, en fait, pour l'an prochain, c'est d'essayer de créer 4 trips de 2 week-ends, plus la finale. Donc ça permettra, en fait, aux athlètes de participer à 2 voyages et déjà d'avoir leurs 4 compétitions qui comptent pour le classement général final. Ok, très intéressant. Et tout à l'heure, donc on parlait des différentes étapes, les profils, etc. Parmi les courses mythiques qu'on va retrouver cette année, donc il y a le marathon du Mont Blanc, il y a Zegama qui est peut-être, en tout cas parmi les mythiques ou celles qu'on a l'habitude de voir, puis même à la télé, la course technique qui est réputée pour les pentes abruptes. Faut être un bon monteur, faut être un excellent technicien en descente aussi. Enfin, on a vu Kylian, il faut aussi avoir des qualités de vitesse. Sierzinal, c'est la course où quasiment les coureurs sur route peuvent venir se confronter au trailer. C'est la plus rapide. Qu'est-ce qui fait ici à Chamonix les spécificités du parcours et pourquoi est-ce que le marathon du Mont Blanc, ça revient à chaque fois dans le circuit? Alors le circuit ici, on l'a appelé le roller coaster. Les montagnes russes. En fait, c'est vraiment sa spécificité, c'est que c'est un départ très rapide pendant les 13 premiers kilomètres jusqu'au Tour, où là, on va avoir des coureurs qui sont à l'aise à plat, qui vont pouvoir s'exprimer. Puis, on a tout de suite une montée de 1000 mètres de dénivelé positif quasiment, très raide.
Et là, en fait, on a un changement de position, déjà, suite au plat. Ouais. Grosse descente jusqu'à Valorcine, et on arrive à ce fameux pont au-dessus de la route, à 15 km de l'arrivée, où là, on va avoir la montée du Béchard, la redescente, la montée de la Flégère et redescente jusqu'à l'arrivée. Et sur ces 15 derniers kilomètres, chaque année, il y a un bouleversement de toute la course, quoi. de classement. Et les 10 premiers, en fait, quasiment changent complètement. Ça se joue là, quoi. Ouais, les 15 derniers kilomètres sont terribles. Okay. Et on a vu un Davide Manini arriver en 13e position à Valorcine, par exemple, et puis terminer 2e de la course. Parce que ces 15 derniers kilomètres, si on n'est pas suffisamment frais, on explose et tout. Enfin, il n'y a personne qui résiste. Ok, donc en fait, la stratégie, c'est pas forcément. Enfin, il y a des coureurs qui, même dans le grand public, il y a certains des coureurs peut-être qui nous écoutent et qui participeront à la course dimanche matin. Ça part vite, c'est propice à peut-être aux coureurs sur route. Vaut mieux en garder sous le pied pour quand ça monte, ou vaut mieux se placer tant que les chemins ils sont un peu roulants et peut-être un peu plus larges? Alors, si on parle de la masse, mon conseil, ça serait d'essayer de partir quand même suffisamment vite pour éviter les bouchons quand on arrive au premier chemin single. Ouais. Mais par contre, après, une fois qu'on est arrivé après ce premier chemin et que le peloton est bien étiré, il faut en garder pour la fin. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une montée, il ne faut pas hésiter à marcher vite. Okay. Pas forcément courir, parce qu'on utilise beaucoup d'énergie. Et finalement, marcher vite, ça permet vraiment d'avoir une meilleure gestion de son autonomie, j'ai envie de dire, et de pouvoir gérer les 15 derniers kilomètres avec suffisamment d'énergie. Ça permet aussi de faire travailler d'autres chaînes musculaires aussi, et donc de faire se reposer celles dont on a besoin au moment où il faut courir, quoi. Oui, tout à fait, mais voilà, c'est un rythme cardiaque et pulmonaire qui va baisser quand on va marcher vite, plutôt que d'essayer de se forcer à courir et au final utiliser trop d'énergie. Et ça, c'est une technique qu'on voit aussi chez les athlètes qui sont devant, qui jouent la gagne? Bien sûr, ouais, tout à fait. Vous allez voir, dès que la pente elle va s'élever, il est assez facile de marcher vite à la même vitesse que quelqu'un qui court. Ok. Donc, hormis un Rémi Bonnet qui potentiellement peut courir plus vite que quelqu'un qui marche vite, si on fait les calculs, vaut mieux marcher. Ouais. Ok. Et courir quand on peut courir. Vite. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, sur une épreuve comme ça, comme celle de dimanche, donc 42 km, 2000, corrige-moi si je me trompe, mais 2454 2700. 2700, ok, mètres de dénivelé positif, autant pour moi. Un athlète élite, il part avec quoi sur lui? Pour le ravitaillement, pour l'équipement? Est-ce qu'il va faire en fonction de la météo peut-être aussi? Alors généralement, les élites, ils partent avec le matériel obligatoire. Il n'y a rien de plus. Ça veut dire qu'ils ont la couverture de survie, ils ont la Gore-Tex avec la capuche, ils ont 500 millilitres de boisson sur eux, le téléphone, le sifflet, et c'est tout. Donc après, la plupart, ils partent quand même avec 2-3 gels en plus, qui ne sont pas qui ne sont pas obligatoires. Au mieux quand même. Et en fait, il y a 3 ravitaillements qui sont proposés pour les élites, que la Golden en fait gère. Okay. Donc c'est au Tour. Et au Tour, c'est après 13 km. Donc, c'est avant que ça commence à monter. Voilà, c'est encore plat à ce moment-là? Alors c'est vallonné. Hein. Okay. Oui, enfin, c'est pas vraiment plat. C'est quand même très vallonné pour aller jusqu'au Tour. Mais oui, les hommes arrivent là-bas en un petit peu plus d'1 heure, je crois. Okay. Les femmes aussi. Donc ça va très vite. Ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent pas au ravitaillement. C'est-à-dire qu'on leur tend les soft flasks. Ils ont les gels qui sont scotchés sur les soft flasks. Ils courent en enlevant les gels, en mettant tout dans le sac à dos. Ils arrivent à Valorcine, c'est 1 heure après.
Okay. Donc, même Deuxième chose. ravitaillement. Deuxième ravitaillement à Valorcine, on doit être au kilomètre 25. Et là, pareil, même chose. Ils reprennent 2 flasques de 250, la plupart, Et ça s'arrête avec pas, des quoi. gels. Et après, c'est ravito à la flégère. Alors là, c'est un petit peu plus long. Donc, certains, ils peuvent prendre 750 millilitres Ok. pour aller rejoindre la flégère. Et puis la flégère, après, c'est le dernier ravito et il reste... ça va relativement vite, il reste 9 km, dont 5 en descente. Ok. Donc là, c'est pour éviter le coup de barre en fin de course, quoi, quand ouais, c'est stratégique, quoi. Le coup de barre, il est avant la flégère, normalement. Ok. Une fois qu'on a passé la flégère, normalement, on respire un peu plus. Donc en fait, même sur les ravitaillements, tout est optimisé. On se rapproche presque de ce qu'on voit en Formule 1, quoi. Ouais, ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Normalement, ils ralentissent même pas. Ok. Si c'est bien fait, ils ralentissent pas. Ils prennent la soft flasque. En fait, ils jettent les soft flasques au pied de la table de ravito. Ils récupèrent les autres et ils continuent de courir. Et toi, tu participes à ces ravitaillements? Tu es là pour les athlètes sur les ravitaillements ou tu as plein d'autres trucs à gérer? Donc là, en fait, on a des équipes. On a 3 personnes qui vont gérer le ravitaillement du tour. On a 2 personnes à Valorcine et on a 1 personne à la flégère. Ok. Pour tous les athlètes? Pour tous les athlètes élites qui participent au classement général de la Golden Trail World Series. D'accord. Donc, ils nous apportent leur soft flask le samedi après-midi. Et puis après, on emmène toutes ces soft flasks sur les ravitaillements le dimanche matin. Ok. Donc, on s'occupe de pratiquement 60 athlètes quand c'est comme ça. Total. Voilà. Alors, sur ces 60 athlètes, l'année dernière, on a vu un Rémi Bonnet assez étincelant tout au long de la saison. Et notamment ici à Chamonix, on se souvient des très très belles images de son arrivée. Il avait, je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais atomisé la course. Franchement, écraser les concurrents. Ouais. C'était vraiment une saison de fou. Et cette année, il est de retour, c'est sa course de rentrée. Rémi ou pas Rémi, qui est-ce que tu verrais sur le devant de la scène dimanche matin cette année? Si on est avec un Rémi de la QV 2023, il n'y aura rien à faire. Il était au-dessus du lot. Alors, est-ce que c'est bien parce que c'est aussi sa course de rentrée et finalement c'est une belle interrogation pour beaucoup de monde. Bon, il a montré la semaine dernière sur un KV qu'il était encore là, a priori, encore en bonne forme. Il y aura un Elouzine El Azaoui qui sera forcément proche de lui au moins sur la première partie de course. Et qui est impressionnant de régularité, enfin d'abord de progression au fil des dernières années. On l'a vu faire des gros résultats, notamment c'était à la Dolomite l'année dernière, il me semble, qu'il avait gagné. Tout à fait. Et il gagne en descente en plus. Ouais. Et bon, cette année, sur le Mont Blanc, a priori la dernière partie est quand même montante, la partie stratégique où la course se joue. Oui, alors en plus de ça, Elouzine, il n'aime pas trop la chaleur. Okay. Il a beaucoup fait je me souviens ici au marathon du Mont Blanc où il était bien placé et finalement il s'arrêtait dans les ruisseaux, il buvait, il s'arrosait. Enfin, il n'arrive pas à s'adapter à une chaleur qui est différente de celle du désert. Ok. Mais dimanche, ils annoncent pas chaud. Ils annoncent plutôt couvert et avec un petit peu de pluie, ce qui peut être en sa faveur. Azegama, en tout cas, il est bien passé. Il a fait plutôt un très bon temps. Très belle course, ouais. Donc oui, Elouzine, ce sera forcément un athlète à surveiller. J'ai envie de mettre Bart, parce que Bart, cette année, il est très régulier aussi. C'est pareil, c'est un profil qu'on voit... on n'arrive toujours pas à prononcer son nom, malheureusement. Mais par contre, maintenant, tout le monde voit qui c'est. C'est ça. Et il s'est bien entraîné. Il est prêt. Dans la tête, il est bien. Donc voilà, c'est les 3 coureurs qui me paraissent prêts pour être sur le podium. Et côté femme, tu vois la bagarre avec qui? Côté femme... c'est encore plus ouvert?
Alors, il y a une grosse densité chez les femmes cette année. Donc, on a Sophia Laukli qui revient. Et l'année dernière, c'est pareil. Elle avait écrasé vraiment la concurrence. On a Maud Matisse qui avait le record de la course avant que le parcours change. Mhm. Judith Wider. On a Miao Yao. On a Clémentine Geoffrey. Ok. On a Madalina Florea qui a gagné la finale. On a un plateau exceptionnel chez les femmes. Et j'espère que ça va courir en peloton le plus loin possible pour que justement on ait du suspense et qu'on n'ait pas un Rémi Bonnet qui part dès le début. On est content pour lui quand même. Ouais, mais du coup, il a gâché le spectacle. Assez peu de suspense avec 10 minutes d'avance. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ce plateau d'athlètes féminines, on va avoir un peloton qui va aller assez loin et ça va être très, très intéressant à suivre. Bon, on espère en tout cas. Mais donc ça montre que là, maintenant, en 2024, tu considères que vous êtes proche ou vous êtes arrivé à ce que vous étiez imaginé en 2016 quand vous avez commencé à penser à ce circuit, du spectacle, des athlètes de très haut niveau qui viennent de tous les horizons et qui donnent envie, qui donnent de la ferveur à ce public? Oui, tout à fait. On est proche. Ouais. On est proche. Après, comme je dis, rien n'est jamais terminé et on a toujours des rêves encore à réaliser. Aujourd'hui, le prochain rêve, ce sera peut-être le rêve olympique. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai été contre le trail running aux Jeux Olympiques. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit, en regardant le ski alpinisme, je me suis dit, finalement, si le CIO décide demain que le trail running devienne olympique, ils feront bien ce qu'ils veulent du trail running. Ouais. Et donc, je me suis dit, il vaudrait mieux qu'on leur montre un format qui pourrait être standardisé pour le CIO. Et donc, c'est comme ça qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à réfléchir à ces formats en trèfle à 4 feuilles, okay, en me disant, OK, maintenant, on va travailler sur un autre projet. Ce projet, c'est Los Angeles. Et puis, on va voir si on va être capable d'influencer le CIO pour que le trail running devienne olympique. Ok, merci beaucoup. Donc la route des Golden continue. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, peut-être à tes athlètes, peut-être aux athlètes élites du circuit, peut-être aussi à la foule d'anonymes qui partiront sur ces sentiers mythiques dimanche matin? Un conseil sur cette course ou le conseil, c'est de faire sa propre course, de ne pas regarder ce que font les autres. Je pense que chacun doit être capable de gérer sa propre course s'il veut donner le maximum de soi. Et beaucoup d'athlètes ont tendance à partir trop vite, surtout ici au Marathon du Mont Blanc, parce que c'est vallonné jusqu'au tour. Et finalement, les kilomètres passent très vite jusqu'au tour. Donc, beaucoup d'athlètes ont tendance à partir trop vite. En même temps, on ne peut pas non plus perdre 10 minutes pour les élites. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre qui fait qu'à la fin, sur les 15 derniers kilomètres, chacun aura suffisamment d'énergie pour terminer. Et on sait que passer la ligne d'arrivée, on a toujours plus de plaisir quand ça se termine avec un petit peu d'énergie plutôt que de s'effondrer totalement après la ligne. Ok, donc on vous souhaite de ne pas vous effondrer totalement, mais de pouvoir kiffer jusqu'au dernier kilomètre. Voilà, exactement. Puis il y a aussi la dernière descente qui est vraiment terrible pour les cuisses, les 5 derniers kilomètres, donc gardez-en sous le pied. Merci beaucoup Greg. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce 17e épisode de Call Room. Ce podcast est à retrouver en intégralité sur toutes nos plateformes d'écoute et sur YouTube.
Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Runix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.